Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. Je tiens d'abord à vous remercier car on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner et de partager la chaîne à vos amis, tous ceux qui aiment le foot. Un grand merci à tous, j'ai besoin de vous pour le référencement et tout simplement pour faire grossir la chaîne. On est bientôt à 400 abonnés, donc je vous remercie. Aujourd'hui, on va continuer cette série de vidéos sur les grands clubs européens et on va parler d'un grand club d'Italie. On va parler de la Juve, la Juventus, qui a subi beaucoup de chamboulements durant cette intersaison estivale. Il y a une petite révolution qui se prépare en coulisses depuis quelques mois avec un changement de philosophie, un changement d'entraîneur, un changement d'effectif, une qualification en Champions League qui te permet une petite rentrée d'argent et des droits télé qui va te permettre de recruter des gros joueurs. Donc ce club est en train de faire sa révolution. Savoir que c'est un club un peu paradoxal, la Juve, parce que c'est à la fois un des clubs les plus appréciés et aussi un des clubs les plus détestés d'Italie. Je caricature à peine. Demandez à un supporter de la Fiorentina ou de l'Inter ce qu'il pense de la Juve, il va vous dire que c'est le club du démon. Et encore, je vous dis, je caricature à peine. Alors, on va parler un peu de la situation actuelle, de la fin de cycle d'Allegri et de son football préhistorique, de l'intronisation du jeu ambitieux de Thiago Motta, des recrues du mercato, du changement de philosophie de jeu, bien sûr, de ce qui va se passer en Ligue des Champions, puisque la Juve s'est qualifiée en Ligue des Champions, en ayant terminé 3e la saison dernière derrière les deux clubs de Milan. Aussi avec l'Atalanta et Bologne qui sont qualifiés en Champions League. Je parle un peu de Bologne parce que forcément Thiago Motta vient de là. Ce qu'il a fait l'an passé, c'était assez exceptionnel. Et dans un premier temps, on va parler de la fin de cycle de Massimiliano Allegri. C'est parti. Donc la Juve s'est qualifiée assez difficilement quand même en Ligue des Champions. Ils ont fini 3e. La Juve n'était pas à l'abri de se faire dépasser par Bologne ou l'Atalanta. Une saison quand même assez laborieuse au niveau du fond de jeu. Je vais différencier les deux passages d'Allegri à la Juve. Son premier passage de 2014-2019 a plutôt été une réussite avec des scudetti, des titres de champion, 2 finales de Champions League, des coupes. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'équipe qui joue là, avec Higuain, Dybala, tout ça. Une équipe qui jouait bien avec des beaux joueurs, Khedira. Une belle équipe. Une équipe qui écrasait tout sur son passage en championnat avec un 4-3-3, un 4-5-1. C'était une belle équipe. Il y avait des résultats, il y avait des joueurs qui se sacrifiaient sur le terrain, aussi avec Mandzukic. Donc son premier passage a été réussi. Mais depuis qu'il est revenu en 2019, 2020, 2021, c'est clairement un retour raté. Élimination contre Villarreal en Champions League. Il y a eu une victoire en Coupe d'Italie l'année dernière où il a fait sa petite crise, il a pété les plombs là, il a commencé à faire n'importe quoi. Vous avez vu les images, je pense. Donc il a été licencié pour faute grave. Mais bon, je pense que c'était un peu du cinéma, qu'il y avait déjà un accord comme ça avec le board de la Juve. Il savait qu'il était en fin de cycle. Donc j'ai regardé les matchs cette année un peu. Honnêtement, j'ai pas tout regardé. J'ai regardé le début de saison. C'était du football préhistorique, comme j'ai dit en introduction. Il n'y avait pas de fond de jeu. Une action typique, le fond de jeu, c'était Bremer qui gagne un duel, Rabiot qui la passe à Vlahovic ou à Chiesa et débrouillez-vous, faites un truc. Donc un football très passif. On essaye de gagner 1-0 ou de marquer un but sur un contre ou un but de la tête sur un coup franc. C'est un jeu trop restrictif quand vous avez un effectif de cette qualité. Il n'y avait pas de style de jeu. Donc c'est pas correct. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en plus, pourquoi ça se voyait ? Ça se voyait énormément en Italie. Parce qu'il y a quelques années, vous avez eu le Napoli de Spalletti qui jouait très bien. L'AC Milan de Pioli qui jouait bien. Gasperini, l'Atalanta, il y a un style, ça joue pas mal. L'Inter d'Inzaghi, ça joue aussi. Vous voyez, les grosses équipes font leur révolution par le jeu avec des nouveaux entraîneurs. Et donc là, la Juve avait vraiment un style de jeu préhistorique, restrictif. C'est pas suffisant quand vous regardez l'effectif. D'autant plus qu'on est dans un contexte où la Serie A, elle progresse depuis 5, 6, 7, 8 ans. Il y a eu beaucoup de finales et de victoires en Coupe d'Europe. La finale de l'Inter contre City il y a 2 ans. La Roma qui gagne la C4, qui refait une finale de C3 derrière. L'Atalanta qui bat Leverkusen en C3. Il y a encore eu une finale. Il y a eu
la Fiorentina qui ont perdu contre l'Olympiakos. Donc vous voyez, le football italien est en train de reprogresser par ses idées, en train d'avoir des résultats et en train de gagner des places à l'indice UEFA. Et cette Juve d'Allegri, elle fait simplement tâche en fait. Donc vous voyez, Allegri il disait toujours les résultats. Moi, j'aime pas m'entraîner, j'aime pas faire des entraînements. Il n'aime pas faire des entraînements. Il voulait juste des résultats. T'as gagné la Copa, mais c'est tout. Maintenant, j'ai envie de te dire, va-t'en en fait. Va autre part, je sais pas, repose-toi un an. Entame une réflexion sur toi-même, sur ta philosophie du foot, sur ce que tu veux faire. Il y a eu un gros mouvement des tifosi avec le Allegri out, qui a même été sur une affiche de publicité de Los Angeles ou de New York, je ne sais plus, c'était assez rigolo. Donc la plupart des supporters en avaient marre. Mais dans les médias italiens, il y avait encore 2-3 hurluberlus qui soutenaient Allegri contre vents et marées, quoi. Donc ça, c'est assez incroyable. Donc, nouvel entraîneur, Thiago Motta. Il y avait peut-être des rumeurs qui disaient qu'il allait peut-être rester une année à Bologne parce qu'ils sont qualifiés anciens, tout ça. Et donc là, c'est Thiago Motta qui va désormais entraîner la Juve pour un football qu'on espère certainement plus ambitieux. Donc on va parler un peu du style Thiago Motta. Donc vous allez voir, j'ai intitulé cette vidéo Révolution parce que entre le style de jeu de Thiago Motta et d'Allegri, c'est le grand écart. On va expliquer ça. Donc il arrive avec son staff, avec notamment l'entraîneur aussi des gardiens Alfred Doussouyovo, qui a contribué au développement de Mike Maignan il y a quelques années. Donc Thiago Motta, on le connaît tous, italo-brésilien, passé par le Barça, passé par l'Inter, passé par Paris, milieu de terrain technique, élégant, avec une bonne vista, aussi un peu dans la bagarre, on va dire parfois, un joueur agressif dans le bon sens du terme. On va regarder un peu ce qu'il a fait à Bologne pendant 2 saisons. Donc il faut déjà replacer un peu dans le contexte que Bologne, c'est une grande ville d'Italie, c'est un grand club italien, ils ont gagné beaucoup de scudetti, notamment dans les années 30. Les années 60, ils ont eu aussi un pic à la fin des années 90 avec Beppe Signori, très bon attaquant. Là, j'en parle un peu, c'est un peu plus proche de moi parce que j'ai pas vu Bologne jouer dans les années 60 ni dans les années 30. Par contre, fin des années 90, je les ai vus jouer un peu. Là, j'ai des vagues souvenirs, j'étais enfant. Je me souviens de Signori et de sa crinière blonde. Donc, il a réussi à qualifier Bologne en Champions League en terminant à la 5e place. Avec une équipe qui avait une très bonne défense. On va parler du style de jeu de Thiago Motta. C'est un style, contrairement à Allegri, qui est très proactif, où on accepte un peu le déséquilibre et l'asymétrie. Donc on a un système de base avec énormément de mobilité. Chaque joueur est utilisé en fonction de ses forces et de ses faiblesses. Je pense notamment aux latéraux. Je vais mettre quelques schémas, vous allez voir. C'est aussi un entraîneur qui fait valoriser les jeunes. Ça, c'est important pour la Juve parce que la Juve, elle a la Juve Next Gen qu'elle cherche à développer un peu. Parce qu'Allegri a moyennement réussi. Je pense notamment à Bologne, à Calafiori. Calafiori, c'était un latéral de base. C'est lui qui l'a remis central, qui a vu ses qualités. On peut aussi penser à Xirkzee, qui a fait une très bonne saison dernière, joueur élégant. Donc voilà, c'est une équipe, Bologne, qui fait toujours un pressing haut. C'est une équipe qui, je vais mettre le schéma, c'est une équipe qui n'aime pas subir. Ils défendent toujours en avançant, on a toujours un pressing coordonné. Quand par exemple le joueur va arriver au milieu de terrain, vous allez avoir un pressing qui va se déclencher. Quand les ailiers adverses vont arriver sur une certaine zone, vous allez avoir un pressing qui se déclenche. C'est toujours quelque chose c'est quelque chose qui est bien travaillé à l'entraînement. Donc le système de base, c'est un 4-2-3-1 ou un 4-1-1-4-1. Ça, on va voir un peu, ça change. C'est très mobile. Donc la force du Thiago Motta, c'est une équipe qui réussit à vite trouver des solutions et à vite créer du mouvement. Regardez là contre l'Inter, ça c'était l'année dernière, ils ont battu l'Inter 1-0. On voit que l'Inter lance un pressing de zone, mais c'est un pressing uniquement d'un côté. Donc ça offre des solutions à gauche et aussi dans l'axe. Vous pouvez voir Lukumi, regardez l'orientation de son corps. Il cherche déjà une position et vous avez déjà 2-3 positions joueurs libres
plus un en bas à droite qui fait un appel. Là, je sais pas qui c'est, j'arrive pas à voir le maillot, je me rappelle plus, mais bref. Tout ça pour dire que le porteur de balle a toujours des solutions. Et c'est une équipe qui arrive très bien à se dégager du pressing adverse pour ensuite souvent repasser par les côtés ou dans l'axe. Forcément, on n'est pas obligé, vous allez me dire. On va regarder aussi toujours le match contre l'Inter, comment ils arrivent à sortir du pressing. C'est là où je parlais un peu d'asymétrie et de diagonale. On va regarder, là c'est Bologne qui a le ballon, toujours l'Inter qui lance un gros pressing. Mais vous voyez comment ce pressing, de toute façon l'Inter ce match-là, la première mi-temps, ils se sont fait manger tactiquement par Bologne. Et pourtant, Dieu sait que Inzaghi est un bon entraîneur avec son 3-5-2 et maîtrisé. Voilà, pareil là, déséquilibre tout de suite. Création d'espace en zone libre et décalage. Ça, c'est un truc qu'ils font toujours, avec des appuis et des joueurs de côté aussi qui mettent beaucoup de pressing. Donc ça, c'est des caractéristiques du jeu de Thiago Motta. Vous allez voir, à un moment donné, sur certaines zones de terrain, il va avoir 6-7 joueurs pour ramener un surnombre. Mais c'est toujours un bloc compact. Bon, c'est pas facile à expliquer mon histoire de diagonale comme j'ai mis sur le schéma. Il a perdu très peu de matchs contre les gros, comme ça. Donc ça veut aussi dire que son message d'entraîneur, d'un point de vue mental et motivation, il passe bien. C'est une équipe aussi qui a un bon taux d'expected goals. Bon, j'ai pu regarder exactement, mais les XG et la réalité, c'était assez cohérent, surtout avec Zirkzee qui était bon. Bon, là, vous allez avoir Vlahovic comme attaquant, donc Vlahovic, c'est quand même un grand neuf, donc ça devrait aller à la Juve. Et il y avait aussi les ailiers, je pensais à Bologne, à Soriano et Orsolini, qui peuvent parfois redonner une solution en revenant un petit peu plus vers l'intérieur. Donc c'est un jeu extrêmement dynamique, c'est extrêmement ambitieux. Pour faire ça, il faut des joueurs qui ont un gros QI footballistique, qui ont une grosse capacité d'adaptation. Donc c'est une équipe qui a dominé, je prends le match, je crois que c'est le match aller contre l'Inter, si je ne dis pas de bêtises. Donc l'Atalanta joue souvent sur un bloc médian. Et c'est une équipe qui aime bien garder le ballon. Ils gardent beaucoup le ballon dans leur propre camp. Il y a une grosse gestion du tempo. Ils ne vont pas se lancer à l'attaque des moments. Vous allez voir, il va y avoir un surnombre. Mais c'est un risque calculé. C'est pas on envoie 8 mecs devant courir. C'est pas au hasard, en fait. Donc il a quand même repris cette équipe de Bologne qui était 17e. Il les a ramenés en Champions League. Donc c'est une grosse performance, Donc, comme je disais avant, ils ont souvent des longues séquences de passes au milieu de terrain, maîtrise du tempo, mobilité. C'est une équipe qui réussit le plus de passes dans sa moitié dans le top 8 italien. Donc ça, ensuite, vous voyez, c'est pour justement créer un décalage et imposer son tempo à l'adversaire. C'est une équipe qui ne subit pas. C'est une équipe qui ne subit pas et qui a une capacité incroyable à créer des espaces. Et il faut que tes joueurs voient les espaces pour s'engouffrer dedans et amener un surnombre et créer une action offensive. Voilà, donc aussi beaucoup de duels, beaucoup de touches de balle. C'est une équipe qui aime dicter son tempo. Donc c'est tout le contraire de la Juve, qui était une équipe assez passive, qui n'avait pas de plan, qui avait juste un plan A, qui n'avait pas de plan B. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Vous allez voir quelques matchs, vous allez vite comprendre, ça sera plus simple. Justement, c'est ce qu'il va essayer de faire. Il va essayer de, tout ce que je viens de dire, il va essayer de le refaire à la Juve avec des joueurs qui intrinsèquement sont supposés être meilleurs, plus forts, plus chers. Donc on va parler de ces nouveaux joueurs et on va parler du mercato de la Juve. Ouais, donc c'est vraiment un football de mobilité. C'est plus un football d'espace que de position. Les positions pour Thiago Motta, c'est pas qu'il s'en fout, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est l'espace, le mouvement, comment créer l'espace pour trouver une solution et surprendre l'adversaire. Comme il avait réussi à surprendre Inzaghi, qui est pourtant un bon tacticien aussi, Inzaghi. C'est ça que je voulais rajouter. Nous voilà arrivés sur l'aparto mercato de la Juve. Donc, gros recrutement cette année. On va déjà commencer par les départs. Szczęsny, le gardien de but qui quitte la Juve, international polonais. Moi, j'aimais bien Szczęsny. Je trouvais que c'était toujours un bon gardien
qui rendait des copies propres. Je ne sais pas où il va aller. Je pense que des clubs de Ligue 1 devraient s'intéresser à lui. La vente de Mathias Soulé à la Roma pour 25 millions, ça me gêne un peu parce que c'était un bon jeune, je trouve. Il met son quota de but, c'est un beau joueur. Il fallait de l'argent, quoi. Donc, voilà, quoi. Samuel Elling Jr. aussi qui est parti à Aston Villa pour 14 millions. Donc, tu récupères de l'argent. La vente aussi du défenseur Vision à Bournemouth, je crois. Donc voilà. Donc des jeunes joueurs qui ont été vendus. Et également Szczesny qui est parti. On va parler un peu des arrivées. Alors là, il y a eu du lourd qui est arrivé. On a eu des grosses arrivées. Le latéral gauche, Cabal, gros prospect du Hellas Vérone. Arrière latéral gauche très prometteur, polyvalent, bon joueur. On retrouve aussi cette volonté chez lui de Thiago Motta de faire progresser les jeunes. Beaucoup de clubs étaient dessus. Très bon joueur qui a de l'explosivité. Moi, je le trouvais assez impressionnant quand j'ai vu les résumés du Hellas Vérone. Le gardien aussi, gardien de Monza, Gregorio, un des gardiens qui a fait le plus de clean sheet, je pense. Donc très bon jeune joueur, encore une grosse marge de progression. Il n'a que 23 ans. La grosse refonte aussi, ce qui concerne, c'est le milieu de terrain, avec l'arrivée de Douglas Luiz en provenance d'Aston Villa, pour à peu près 50 millions d'euros. Milieu de terrain offensif brésilien qui a fait une très bonne saison à Villa. Belle signature. Aussi, Khéphren Thuram. Bon, j'en ai déjà parlé sur Thuram, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. On va voir. Je pense que c'est un bon jeune, mais il faut qu'il progresse, il faut qu'il se mette vite au diapason. Et qu'il soit plus régulier, surtout s'il veut devenir titulaire à la Juve, parce que c'est autre chose que la Ligue 1. Et ensuite, on espère, alors là, le feuilleton de l'été, on n'arrête pas d'en entendre parler, c'est Kopp Meiners. Kopp Meiners, le joueur de l'Atalanta, excellent la saison dernière, vainqueur de la C3, international hollandais, 26 ans, je l'ai trouvé monstrueux. 12 buts, 7 passes D, je crois. Rouage essentiel de Gasperini, gros volume de jeu, joueur réaliste qui peut jouer à plusieurs postes, qui a un énorme volume de jeu, qui a un cardio monstrueux, excellente recrue, ça serait le cœur du jeu pour Motta. C'est pour ça que lui, ça colle vraiment parfaitement au style de jeu de Motta, de création d'espace et de mobilité et de pressing. Ça, au milieu de terrain, ça serait parfait. Bon, c'est pas encore fait. Ça devrait se faire. Depuis quelques jours, on n'arrête pas d'en entendre parler. La Juve a refait une proposition à 57 ou 52 plus des bonus. Je ne sais plus exactement les sommes, mais ça devrait se faire autour des 55-60. Voilà. Ensuite, il y a le Duc, Rabiot. Où va aller Rabiot ? Il est libre, il est en fin de contrat. Il n'a pas de club encore, Rabiot, à l'heure actuelle. Bon, il attend peut-être une proposition, mais bon, je pense qu'il a le niveau pour retrouver un club. L'autre gros dossier, c'est Chiesa. Fede Chiesa. Moi, je trouve que Fede Chiesa, c'est un très bon joueur. Moi, je l'aime bien, Chiesa. C'est un détonateur. Il peut jouer sur il peut jouer à gauche ou à droite. C'est un joueur qui s'est éliminé. C'est un joueur qui fait des efforts défensifs. Il peut te faire des diffs, il peut te faire des passes D, il peut te mettre des buts. Le petit souci, c'est qu'il a souvent des petites blessures. Mais ce qu'il va discuter avec Motta, il voulait partir, il voulait une augmentation de salaire. On ne lui a pas donné, il voulait partir dans un club qui joue la Champions. J'en sais pas plus que vous là. Est-ce que, si vous avez des infos d'ailleurs, mettez-le. Est-ce qu'il va rester ? On ne sait pas. Et aussi, la Juve suit l'ailier argentin de la Fiorentina, González, qui a fait une très bonne saison l'an dernier pour dynamiter le côté droit avec 12 buts. Donc on a ce nouvel effectif de la Juve, qui est un effectif intéressant pour moi. J'espère qu'ils vont faire Kopp Meiners, quoi. Ça serait bien. Ça serait vraiment la pierre angulaire du milieu pour moi, quoi. Donc voilà, on a ce nouvel effectif. Et avec ce nouvel effectif, et connaissant un peu le pépère Motta, on peut s'amuser à faire une composition d'équipe. Et on va parler de la composition d'équipe hypothétique, sachant que le mercato n'est pas terminé. Et aussi, on va parler des ambitions de la Juve dans la dernière partie.
Au niveau de la composition, alors c'est hypothétique, sachant que le mercato n'est pas terminé, il peut encore avoir des changements, il peut avoir des blessures. Normalement, euh, sachant que est-ce que Chiesa va rester, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux joueurs, est-ce que Gonzalez va arriver, est-ce que Locatelli peut encore jouer, il y a encore des interrogations. Donc Mota, il peut jouer avec deux systèmes, un 4-2-3-1 ou un 4-1-4-1. 4-1-4-1, pardon. C'est ce que j'ai mis là sur ma composition hypothétique. Je suis pas Thiago Motta, hein, c'est pas moi qui fais l'équipe. Sachant que le mercato n'est pas terminé. Alors, dans les cages, Di Gregorio, classique. Bremer Gatti en défense centrale. Bremer, excellent défenseur de Serie A. Gatti aussi qui a bien progressé, qui est vraiment un défenseur de Serie A solide. Cabal côté gauche. Peut-être Danilo côté droit. Donc ça ne devrait pas trop bouger. Au milieu de terrain, on va certainement avoir Cabal qui va être en concurrence avec Cambiasso, je pense aussi. Hein. Le choix sera fait en fonction des adversaires et des datas. Thiago Motta regarde beaucoup les datas, si le joueur est fort en tacle, s'il n'est pas fort en tacle, etc. Milieu de terrain, donc Douglas Luiz, Koopmeiners, Thuram. Ça va être vraiment ça le cœur du jeu, je pense. Milieu qui a une grosse activité, un gros volume, de la capacité technique, des courses, de la technique avec Douglas Luiz, du jeu long avec Koopmeiners, de la polyvalence. Koopmeiners qui peut te mettre des frappes de loin, qui peut jouer à plusieurs places, qui peut jouer intérieur, qui peut aussi lancer des joueurs sur les côtés. Donc c'est plutôt intéressant. Sachant qu'au milieu de terrain, tu peux avoir un McKennie ou un Locatelli qui peut rentrer. Tu peux encore avoir une recrue. Yildiz qui va certainement jouer plus côté gauche en tant que deuxième attaquant. Avec Vlahovic et Timothy Weah à droite. Timothy Weah qui va certainement être en concurrence avec Gonzalez de la Fiorentina si ce dernier vient. Il y a encore des tractations, donc au niveau des mercatos, on est encore dans le doute. C'est pas encore fini. Il y a encore quelques jours. Mais ça devrait ressembler grosso modo à peu près à ça, je pense, on va dire 70-80%. Donc là, on est sur un 4-1-4-1 qui peut aussi être un 4-2-3-1, avec aussi une autre config en fonction des blessés, des arrivées, de est-ce que Chiesa va rester, etc., etc., etc. C'est pas terminé, Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus encore ? Oui, Chiesa, je disais Chiesa dans cette compo. L'avantage de Chiesa, c'est qu'il peut jouer dans plusieurs systèmes, il peut jouer à gauche, à droite. C'est un joueur qui fait pas mal d'efforts, qui presse, donc ça peut coller avec le style de Motta. Alors, est-ce qu'il va rester ? Bon voilà, c'est un joueur qui a une bonne mentalité sur le terrain, on ne sait pas, on va voir. Donc on devra probablement avoir cette équipe-là, sauf s'il y a des blessés. Attention à Vlahovic, parce que tu n'as plus d'autres vrais neufs, ça sent que Milik est blessé. Après, il te reste des très très jeunes joueurs, mais ça donnera à peu près ça, quoi. Voilà, ça me paraît cohérent et équilibré et mobile. Il y a la création d'espace, il y a possibilité de jouer à l'intérieur, jouer sur les côtés. Donc ça me parle pas mal. Je pense que ça devrait parler à Thiago Motta. Alors, je vous dis après, il peut y avoir un ou deux changements. C'est pas certain que ça sera ça, sachant que le mercato n'est pas terminé et qu'il y a des blessés aussi côté Juve. On va parler des ambitions de cette équipe. Moi, c'est une équipe que j'ai envie de voir cette année, la Juve. C'est une équipe qui me hype, il y a un grand chamboulement. C'est plutôt une équipe qui a une belle gueule, soyons clairs. Moi, j'ai envie de la voir en Champions League et aller se frotter contre l'Inter et contre le Milan et la Roma. Donc, attention, au niveau des ambitions du jeu, il y a deux choses différentes. Il y a les résultats et le jeu, la manière. Donc là, il y a l'Inter qui roule sur le championnat depuis 2-3 ans. Globalement, c'est l'Inter qui est l'équipe dominante. Donc le but de Motta, ça va être quoi ? Ça va être d'essayer de faire un bon championnat. Un bon championnat, ça va être se requalifier en Champions League, finir dans les 2-3 premiers, peut-être viser le Scudetto éventuellement. Même si l'Inter me paraît un peu plus rodé. Encore qu'on va voir. Ça promet des belles batailles. Pour donc se requalifier en Champions League pour relancer un cycle vertueux, regagner de l'argent, attirer des bons joueurs. Gagner la Copa, pourquoi pas ? Gagner la Copa. Souvent, la Juve gagne la Copa. C'est la Juve, l'Inter, la Lazio ou Naples. Souvent, je crois que c'est les équipes qui ont le plus de gagné la Copa les dernières années. Et aussi un retour en Champions League avec cette nouvelle formule où là, dans tous les cas, tu vas jouer des matchs de poule jusqu'en janvier.
Donc on va suivre les performances de cette Juve en Champions League. Et quelle est l'ambition de cette Juve en Champions League? C'est d'aller déjà en huitième ou en quart. Peut-être plus, bien sûr. Ça serait pas mal. Sachant que l'année dernière, tu ne te qualifies pas. 2022-2023, on va se faire un petit récap européen de la Juve des 3 dernières années. Tu fais 3e du groupe avec le Benfica et le Paris Saint-Germain. C'est pas très glorieux. L'année d'avant, 2021-2022, tu te fais sortir en 8e par Villarreal. Quand tu es la Juve, ça le fait pas trop quand même. Et si je reviens encore avant, en 2020-2021, tu te fais sortir en 8e par Porto. Donc vous voyez, la Juve a un peu été déclassée par rapport aux finales européennes qu'elle a fait, par rapport à son glorieux passé. Donc là, clairement, l'objectif de la Juve, de Motta, c'est de redorer le blason de la Juve sur la scène européenne. Thiago Motta, il est ambitieux, il a été recruté pour ça. On lui a donné les clés avec Ferrero, Nedved, Giuntoli, on lui a donné les clés. Donc la Juve, c'est un club très populaire, même en France, que tu es de la famille italienne ou pas. Comme je disais en début de vidéo, voilà, c'est un club qui a une grande tradition, c'est un club historique, c'est romantique pour nous les Français un peu. C'est Platini, c'est Deschamps, c'est Zizou, c'est Pogba, on a une histoire d'amour avec ce club. Donc moi j'aime bien, c'est un club que j'aime bien, quoi. Voilà, c'est un club qui a une grande tradition avec la France. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et liker, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de foot. Salut à tous, bye!